Bon, donc, bien, bah alors on va commencer. Donc, on m'a dit que beaucoup, je ne sais pas si c'est tous ou plusieurs d'entre vous connaissent déjà bien la pièce parce qu'ils travaillent dessus, c'est ça? Donc, j'espère que je ne vais pas trop, enfin, que ça vous servira quand même, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, que vous n'êtes pas déjà trop avancé dans l'étude de Richard III. Et donc, je vais commencer. Bon, j'ai mis ici le plan de mon cours, enfin de ma conférence plutôt. Donc, c'est assez classique, hein, rien de. C'est scolaire, disons. Je voudrais dire quelques mots. Ah, j'ai oublié le 1 devant le premier titre. Quelques mots sur l'Angleterre au temps de Shakespeare, sur la vie de Shakespeare, son œuvre. Et puis passer donc vraiment le minimum syndical, si je puis dire, mais des éléments qui sont essentiels pour comprendre les enjeux de la pièce. Quelques mots, je dirais quelques mots sur les théâtres à Londres au temps de Shakespeare, les conditions dans lesquelles Richard III a été joué. Puis on passera assez rapidement sur les textes pour voir un peu quels sont les enjeux de la pièce. Et enfin, nous verrons quelques exemples de mise en scène récentes pour voir comment ce texte peut être actualisé dans des conditions des représentations d'aujourd'hui. Et tirer vers des esthétiques et des problématiques qui sont plus contemporaines. Alors, quelques mots sur, d'abord, donc, comme je l'ai dit, sur l'Angleterre au temps de Shakespeare. Bon, ça, vous le savez sans doute. Hein, Shakespeare, la vie de Shakespeare correspond au règne de deux monarques, Élisabeth Ier et Jacques Ier. Alors, Jacques Ier, moins connu, Élisabeth Ier, évidemment, c'est vraiment une grande personnalité de l'histoire anglaise. Elle a régné pendant près d'un demi-siècle, qui correspond à la deuxième moitié du XVIe siècle. Et vous voyez, enfin, si vous avez déjà un peu étudié le théâtre, vous savez qu'elle a donné son nom à ce qu'on appelle le théâtre élisabétain, un mouvement au théâtre dans lequel Shakespeare s'inscrit, plus ou moins, parce que Shakespeare, c'est Shakespeare. On ne peut pas vraiment l'enfermer dans un mouvement, mais bon, Shakespeare entretient des liens, enfin l'œuvre de Shakespeare, des ressemblances avec le théâtre élisabétain, bien évidemment. Alors, je passe très rapidement. Ce règne d'Élisabeth Ier, parce que c'est Richard. Alors, concentrons-nous sur l'époque qui est celle de la rédaction et de la création de Richard III, qui correspond aux années 90, enfin à la toute fin du XVIe siècle. Donc c'est l'époque du règne d'Élisabeth Ier. Et c'est plutôt une période d'apaisement. Il y a eu pendant 150 ans avant des guerres qui se sont poursuivies sur le territoire anglais, des guerres de succession, notamment cette guerre qu'on connaît sous le nom de la guerre des Deux Roses. Et justement, Richard III s'inscrit dans un ensemble de pièces qui retrace l'histoire de l'Angleterre au 15e, 16e, enfin 15e, oui, jusqu'à 15e, début 16e, disons, et qui raconte l'histoire de l'Angleterre et l'histoire de ces violences et de ces guerres. Ces guerres se sont terminées, ça, il est important de le savoir, justement par la mort de Richard III. Et à ce moment-là, Richard III a été remplacé par un nouveau roi qui n'était pas de sa famille, même si évidemment tout le monde a des liens de famille. Moi, je vous épargne l'arbre généalogique qui est vraiment extrêmement compliqué, par Henri VII. Henri VII qui fonde la dynastie des Tudors. Et donc, après Henri VII, il y a Henri VIII, et après Henri VIII, il y a Élisabeth Ier. Vous connaissez sans doute Henri VIII, qui s'est rendu célèbre par ses divorces et l'exécution de deux de ses femmes. Donc, la violence est toujours présente. Je dis la violence est toujours présente parce que, a priori, donc, j'ai dit que la période, le règne d'Élisabeth Ier
correspond à un apaisement. Il n'y a plus de guerre, l'Angleterre connaît une période de paix et de prospérité, mais tout quand même avec quelques zones d'ombre. Hein. Bon, il y a eu Henri VIII, qui n'était pas quelqu'un de particulièrement sympathique et non violent. Élisabeth Ier elle-même, hein, c'est une femme à poigne. Vous savez sans doute, il y a aussi des pièces de théâtre et puis des films, enfin sur le fait qu'elle a fait décapiter sa cousine Mary Stuart, dont elle craignait la concurrence et dont elle pensait susceptible de fomenter un coup d'État contre elle. Et puis, vous le savez sans doute aussi, l'Angleterre a adopté une réforme, hein, c'est-à-dire qu'elle s'est séparée, elle a coupé ses relations avec l'Église catholique, avec le pape de Rome, pour instaurer cette religion qu'on appelle l'anglicanisme. Mais tout ça la met évidemment un peu en conflit avec les pays qui sont restés catholiques. Et en France, il y a le massacre de la Saint-Barthélemy, hein, massacre où de nombreux protestants sont tués, et les Anglais se sentent quand même un peu en danger. Et en 1588, il y a l'épisode de la Grande Armada, c'est une grande flotte qui est dirigée par les Espagnols, qui se dirigent vers l'Angleterre pour remettre l'Angleterre sur le droit chemin du catholicisme. Mais cette armada coule, est facilement vaincue par les Anglais, notamment à cause des conditions, d'une tempête, conditions météorologiques. Donc le danger est écarté, mais l'Angleterre se sent toujours un peu en danger. Alors, je vous ai mis ici les références, un lien vers un podcast sur lequel vous pouvez écouter si vous avez, qui rend bien compte de cette ambiance de l'Angleterre de la fin du XVIe siècle. Alors, quelques mots sur Shakespeare. Il est né dans une petite ville qui s'appelle Stratford-upon-Avon, contrée agricole au nord-ouest de Londres, dans une famille aisée de marchands, de bourgeois, disons, commerçants et aisés. Il a fait une scolarité, il est allé à l'école à Stratford, probablement dans une grammar school, et il faut savoir que ces grammar schools, même en province et dans des petites villes, proposaient un enseignement d'assez haut niveau, notamment l'enseignement des classiques de la littérature, de l'Antiquité, de la littérature grecque, latine, et Shakespeare s'est nourri donc de ces lectures. Alors après, c'est plutôt anecdotique, mais c'est quand même amusant de savoir que Shakespeare s'est marié très jeune, vous voyez, en 1582, donc à 18 ans, n'est-ce pas? Il a eu 3 enfants très rapidement, avec une certaine Anne Hathaway, et donc il a été très vite, puisque en 1585, donc 3 ans après s'être marié et avoir eu 3 enfants en 3 ans, il disparaît. Et alors intervient à ce moment-là ce qu'on appelle les lost years, c'est-à-dire les années perdues de Shakespeare. On ne sait pas ce qu'il devient, on ne sait pas ce qu'il fait, on a perdu sa trace, mais en tout cas, il a quitté sa petite ville, il a quitté sa femme, sa famille, et on ne sait pas ce qu'il a fait. On aura il y a beaucoup de suppositions, de théories à l'infini. Évidemment, c'est ce genre de blanc dans les biographies. Ça laisse toujours la place libre à l'imagination. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Alors, il y a par exemple, une théorie qui est très séduisante, qui consiste à dire, et certains chercheurs ont essayé de montrer que c'était vraiment arrivé, qu'il y avait une troupe de comédiens qui passait dans cette ville au moment où Shakespeare y habitait. Et c'est comme ça que Shakespeare... À l'époque, il y avait beaucoup de théâtre ambulant,
Les théâtres étaient plutôt ambulants d'ailleurs en général. Les théâtres fixes, ça va justement s'installer à partir de la deuxième moitié au moment où Shakespeare, disons, au moment dont on parle, là, dans les années 80 du XVIe siècle, ces théâtres fixes sont en train de s'installer à Londres, mais il y a encore beaucoup de théâtres ambulants qui viennent dans des villes et qui jouent dans des cours d'auberge où on mange, on boit en même temps. C'est des spectacles très populaires. Et Shakespeare, on imagine que Shakespeare est allé à un de ces spectacles, il a été séduit par le théâtre, et que justement un comédien s'est cassé une jambe ou a été malade, et donc Shakespeare a dit « moi, je le remplace ». Et c'est comme ça qu'il est entré dans cette troupe de théâtre et qu'il a découvert le théâtre et qu'il a commencé à faire, et qu'il a eu l'idée même de faire du théâtre. Il y a un film, je crois que c'est un film de Kenneth Branagh, qui s'appelle Shakespeare in Love, qui raconte aussi, qui propose une façon de remplir ce vide laissé par ces Lost Years. Alors, on le retrouve, Shakespeare, à Londres en 1592, dans un pamphlet. C'est la première mention qu'on a après 7 ans de silence, après 7 ans d'absence de traces, un pamphlet d'un autre auteur de l'époque qui s'appelle Robert Greene et qui se moque d'un vers de Henri VI, une autre pièce de Shakespeare. Donc, on en conclut que Shakespeare écrit et fait jouer des pièces à cette époque déjà à Londres. D'accord ? Mais comment il a réussi à venir à Londres, à se faire sa place, tout ça, mystère. Vous savez, j'y reviendrai peut-être un tout petit peu plus tard, ce qui est intéressant, c'est que Shakespeare n'a laissé aucun texte signé de sa main. On n'a aucun manuscrit de Shakespeare. Donc ça alimente une autre théorie, évidemment, c'est que ce n'est pas Shakespeare qui a écrit les pièces de Shakespeare. Mais on pense à un autre écrivain de l'époque qui écrivait sous pseudonyme. Certains disent aussi que c'est Élisabeth Ier qui en fait écrivait des pièces à ses heures perdues et signait William Shakespeare. Il y a beaucoup de théories, mais a priori, non. Quelqu'un qui s'appelait Shakespeare a bien existé. Il y a une boutade d'un autre auteur de théâtre bien plus tardif, qui est George Bernard Shaw. Alors j'aime bien la raconter, mais ça ne fait pas toujours rire les étudiants, qui a dit, il est célèbre pour ses boutades, il a dit « Les pièces de William Shakespeare n'ont pas été écrites par William Shakespeare, mais par quelqu'un d'autre qui s'appelait également William Shakespeare ». Bon. Ben, je l'aime bien, mais j'espère. Réfléchissez-y, ça va vous faire rire. Alors, bon, là, encore un lien vers un podcast au sujet de cette période des Lost Years. On va arrêter d'en parler, nous. Et le portrait, l'un des rares portraits considérés comme authentiques de Shakespeare. Donc, vous voyez, on n'a pas de portrait, on n'a pas de manuscrit. Quand même, tout ça est étrange. Alors, Shakespeare, les œuvres de Shakespeare, alors je ne vais pas vous les énumérer toutes, et encore moins vous les résumer toutes, mais disons que dans les premières œuvres, il y a justement Richard III, et juste avant les Henri VI, il y a 3 pièces qui s'appellent Henri VI, et en fait Henri VI et Richard III, les 3 pièces d'Henri VI et Richard III, compose un ensemble qui s'appelle une tétralogie. Et puis, il y en aura une autre tétralogie sur l'histoire d'Angleterre. Le Roi Jean, la tragédie Titus Andronicus, qui est très, très amusante aussi. Titus Andronicus, enfin, c'est une tragédie, c'est absolument horrible. Il y a des mutilations, du cannibalisme, c'est terrible. Parmi ceux que vous pouvez... vous voyez les titres, vous connaissez sans aucun doute Le songe d'une nuit d'été, vous connaissez sans doute Roméo et Juliette, au moins de nom, si je puis dire. C'est à peu près à la même période que Shakespeare écrit toutes ses pièces. On va pas s'attarder sur les autres pièces de Shakespeare. Quelques titres célèbres. Peut-être on peut dire qu'il y a... disons, 4 types de pièces chez Shakespeare. Il y a les tragédies, ce qu'on appelle les tragédies. Vous voyez quelques titres ici. Ensuite, il y a les Golden Comedies,
qui se distingue des dark comedies, c'est-à-dire il y a les comédies sombres, à problème, où ça, c'est pas si drôle que ça finalement. Les golden comedies qui sont vraiment drôles et où tout se termine bien. Et puis il y a aussi les tragicomédies romanesques, comme La Tempête, qui est peut-être la pièce la plus célèbre de Shakespeare. Et puis les pièces historiques, pièces qui s'inspirent d'un matériau historique. Alors, je passe maintenant à des questions qui peut-être vous intéressent plus. Le théâtre, à l'époque élisabéthaine, justement, à l'époque élisabéthaine, le théâtre élisabétain qui donc tire son nom évidemment du nom de la reine qui règne sur l'Angleterre. Et vous en avez sans doute entendu parler, hein, c'est un moment vraiment très célèbre du théâtre, très productif, si je puis dire, ça commence donc vers 1560 et ça dure jusqu'en 1642. Pardon. Et en 1642, voilà, c'est une autre histoire, les théâtres seront interdits par les puritains à Londres. Il n'y a plus de théâtre, on n'a plus le droit de faire du théâtre à Londres parce que c'est immoral. D'accord ? Alors, cette époque élisabéthaine, cela dit, est marquée par des conflits, justement, entre les puritains et le théâtre. Et le théâtre, les puritains l'emporteront, si je puis dire, en 1642, mais déjà, dès la fin du XVIe siècle, il y a des problèmes parce que les puritains veulent se débarrasser du théâtre, parce que c'est un lieu immoral, un lieu pas forcément bien fréquenté. Et c'est pourquoi, ça explique... Vous voulez poser une question ? Oui. Non, c'est pour savoir par rapport au théâtre élisabétain, en fait, c'est quoi ses caractéristiques Alors peut-être on peut laisser les questions pour la fin. Hein. Et puis, mais ces caractéristiques du théâtre élisabétain, je pourrais y revenir. C'est un théâtre qui s'inspire de l'histoire, souvent, ou de l'Antiquité, éventuellement aussi, qui est caractérisé par la violence, beaucoup de violence sur scène, des histoires de vengeance, des histoires de violence, vengeance. Oui, d'ailleurs, il y a une pièce célèbre qui s'appelle La tragédie du vengeur. Violence, fantôme, vengeance. Bon, j'y reviendrai si vous voulez tout à l'heure parce que là, je vais m'égarer. Donc, à cause de cette hostilité vis-à-vis du théâtre par les puritains, c'est-à-dire je suppose que vous savez ce que c'est que des puritains, c'est-à-dire des gens religieux, non ? Alors, ce sont les adeptes de la religion anglicane, enfin et d'une version très, très austère de la religion, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas s'amuser, prendre du plaisir dans la vie, mais il faut passer sa vie à prier et à ne commettre que des actes qui rentrent dans le cadre de la morale. Voilà, c'est une religion poussée, enfin une religion très austère et une conception de la religion, disons, austère. Donc, eux veulent se débarrasser du théâtre, surtout que les théâtres sont, mais ça vous savez, ce sera le cas aussi en France, jamais jusqu'au même point, mais vous savez bien que l'histoire de la mort de Molière, où Molière se convertit, est obligé de renier le théâtre au moment de mourir, parce que sinon il n'aura pas droit à une sépulture dans un cimetière catholique. Donc cette méfiance vis-à-vis des comédiens et des gens du théâtre, elle a été présente un peu partout. Donc c'est pour justement répondre à des... Alors oui, il faut savoir aussi que les théâtres à Londres se trouvent aussi souvent dans des endroits, enfin le théâtre et tout ce qu'il y a autour. Déjà, il y a différentes formes de spectacles, il y a
Et puis ces théâtres se trouvent dans des endroits où il y a des auberges, voire même on circule entre le théâtre et l'auberge, on boit, on emporte ses bières à l'auberge, hein, comme un concert aujourd'hui, un concert. Bon, ce n'est pas du tout des endroits comme des endroits où règne le silence et la tranquillité. Donc, pour cette raison aussi, hein, pour se libérer de cette pression des puritains qui veulent sans cesse mettre dehors les théâtres, les troupes de théâtre se mettent à construire des théâtres à l'extérieur de Londres. Hein. On appelle ça in the fields. Et c'est comme ça que naissent des théâtres permanents, en fait. Hein. Des bâtiments vraiment dédiés au théâtre, qui sont construits pour être des théâtres, qui sont en dur, hein, qu'on ne va pas déménager à la fin de la saison. Alors, ces premiers théâtres, c'est le Theatre en 1576. Bon, ensuite, il y a Curtain, Rose, Swan, et puis le Théâtre du Globe. Et le Théâtre du Globe, c'est un théâtre qui est construit en 1599 par la troupe de William Shakespeare. Donc, c'est le théâtre de Shakespeare. Bon, il ne va pas rester très longtemps, il va brûler, mais c'est une autre histoire. Alors, à cette époque, on constate aussi une professionnalisation du métier d'acteur, avec cependant ce petit détail. Vous savez que les femmes n'ont pas le droit de jouer dans ces théâtres, hein, que tous les rôles sont joués par des hommes. Et on n'a pas, donc, parce que on dit que c'est immoral c'est un lieu immoral, donc ça peut, comment dire, démoraliser les femmes. Et c'est aussi immoral parce que des hommes regardent des belles femmes sur scène, ça peut leur donner des idées, etc. Entre parenthèses, est-ce que regarder des jeunes hommes déguisés en femmes, ça ne peut pas être aussi considéré comme éventuellement, est-ce que ça ne peut pas aussi donner des idées à certains? Donc tout ça pour dire qu'on a la morale, celle qu'on veut. Donc, il y a aussi d'autres types de spectacles, hein, ça c'est intéressant de le savoir, les spectacles de joutes, les processions religieuses, les combats d'animaux. Il y a aussi des lieux qui sont des espèces de théâtres dédiés aux combats d'animaux, hein, ça a beaucoup de succès. Donc, tout ça est très populaire, assez violent. C'est pas la comédie française, quoi. Alors, je continue pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, le Théâtre du Globe, c'est le théâtre construit par Shakespeare. Bon, évidemment, il a été brûlé, il a été détruit par un incendie en 1613. Voilà à quoi il ressemblait. Il était de forme ronde. Et je vous montrerai l'intérieur après. Et ici, juste à côté, vous avez une nouvelle version de ce Théâtre du Globe qui a été reconstruit en 1996 selon les dessins de l'époque. Et donc, c'est à nouveau un théâtre dans lequel il y a des spectacles de Shakespeare. Je ne sais pas s'il joue aussi d'autres spectacles que ceux de Shakespeare, d'ailleurs. Mais bon, voilà, on a à nouveau un théâtre du Globe, mais pendant 4 siècles, pendant 3 ou 4 siècles, je ne sais plus, là je compte rapidement, il n'a pas existé. Alors, voilà l'intérieur du théâtre. Il faut savoir donc que ce sont des théâtres à ciel ouvert, entourés de gradins. Bon, il y a une scène qui avance, hein, vous voyez. Donc les spectateurs qui payent un peu cher sont dans les gradins autour. Ceux qui payent pas cher, donc parce qu'ils sont moins riches, ils sont dans l'arène, enfin dans la scène qui est en terre battue, et ils entourent cette scène qui avance. Hein, donc ils ne sont pas seulement devant la scène comme ça, mais ils sont un peu autour de la scène. Et bon, vous voyez qu'il y a quelques particularités à savoir. Hein, donc en général, il y a 2 portes au fond. Il y a un balcon
ce qui permet les scènes de balcon du type Roméo et Juliette, et d'autres, bien sûr. Enfin, une galerie en haut de la scène, donc les personnages peuvent apparaître en bas et en haut. Et ce qui est très caractéristique aussi, c'est il y a une trappe dans la scène, et cette trappe, elle sert à faire remonter des fantômes, parce que dans ces pièces, il y a souvent des fantômes ou des créatures de l'ombre qui viennent sur scène, et pour montrer qu'elles viennent des enfers, on les fait sortir de sous la terre. Pas de déco, a priori, très peu de décoration. Alors là, je vous propose de lire ce texte que je trouve très... Je ne sais pas si vous allez arriver à le lire. Moi-même, j'ai du mal. Mais c'est un livre, il y a 25 ans, sur Richard III, et qui décrit comment se passe une représentation. Moi, je n'arrive pas à lire sur mon ordinateur, c'est trop petit. Je vais essayer de vous la lire comme ça. Gardons à l'esprit l'image physique du lieu théâtral élisabétain. Ces enceintes, qu'elles soient à la scène des montagnes. L'enceinte, c'est pas le micro, c'est. Qu'elles soient les enceintes, vous avez bien compris, c'est les murs qui entourent la ville, c'est pas les enceintes pour écouter de la musique. Ces enceintes, qu'elles soient à scène démontables ou fixes, utilisent toute la même forme scénique que le spectateur d'aujourd'hui, surtout en France, a peine à retrouver. Point de scène frontale chargée de décors, isolée de la salle par rideaux et quatrième mur, mais la plateforme nue, largement déployée, presque jusqu'au centre de l'édifice, ouverte au regard sur 3 côtés. L'acteur qui vient, alors là j'arrive pas à lire, qui vient downstage, qui s'avance donc sur la scène, à l'extrémité de cette jetée, peut dire son monologue par exemple, se trouve presque toujours au centre des regards, au foyer des attentions. Exposés à la lumière du jour, les spectacles sont joués de jour, pas la nuit, donc avec la lumière du jour. Et vous avez remarqué sur le dessin, il n'y a pas de toit, ce sont des théâtres à ciel ouvert. Donc, exposé à la lumière du jour, mal protégé des intempéries, ce théâtre ne peut compter sur aucun effet de lumière pour signifier la nuit, le crépuscule, l'orage, ni sur un décor pour spécifier les lieux successifs de l'action. Réduit à des signes essentiels, un trône, une fenêtre, un arbre suffisent à dire la solennité du conseil royal, les mystères de la chambre ou de la demeure, les profondeurs hostiles aux complices d'une forêt. L'art de la représentation impose donc que le texte, riche en ce que j'appellerais didascalie intégrée, renseigne sur le lieu et le temps. Didascalie intégrée, c'est clair pour tout le monde ? Renseigne sur le lieu et le temps, mais aussi les humeurs, les passions. Le costume d'importance capitale, lui aussi, dit l'identité de la personne, sa nature, son état intérieur. Ainsi, le prince est fastueusement vêtu, l'homme en noir est traître aux criminels, la reine qui entre échevelée en proie à quelque passion, la reine qui rentre échevelée, ça veut dire qu'elle est en proie à quelque passion. Quant au déguisement impénétrable par convention, il assure au personnage une nouvelle identité. Enfin, cette scène sans décor ni rideau appelle un spectacle en continu où l'action n'est soumise à aucune interruption d'ordre technique, d'où le non-découpage en scène et acte du texte dramatique originel. Il n'y a pas dans les textes de Shakespeare a priori de découpage en texte ou en scène ou en acte, contrairement à à quoi nous a habitués la dramaturgie classique française et pas seulement classique. Donc, vous voyez, très peu de décors, et les choses sont très codées. Voilà, un arbre, ça veut dire qu'on est dans la forêt. Un personnage habillé en noir, c'est forcément un traître. Un trône, ça veut dire qu'on est dans la salle du trône, au château. Et le spectateur doit aussi beaucoup compléter par son imagination, mais il a les codes, il arrive il a l'habitude, il arrive à reconstruire le décor
le décor qu'il faut pour apprécier la pièce. Oui, donc vous avez maintenant une idée des conditions dans lesquelles était jouée la pièce. Bon, je voulais dire 2 mots sur les textes, parce que je trouve que c'est aussi intéressant quand on parle de Shakespeare. Je vous ai dit tout à l'heure qu'aucun manuscrit n'avait survécu. Le droit de propriété n'existe pas vraiment à l'époque, ou en tout cas il est vraiment à l'état naissant. Et donc les pièces de Shakespeare, comment nous sont-elles parvenues? Vous vous posez peut-être la question. Alors il y a ce qu'on appelle les quartos et les folios. Alors les quartos, ce sont des livres qui sont faits à partir de grandes feuilles pliées en 4. C'est une question de format, si vous voulez. Et les in-folio, ce sont des livres, des feuilles pliées en 2. Et tout au long de la vie de Shakespeare, c'est très étonnant, et enfin, oui, c'est étonnant quand même si à l'époque le droit de propriété intellectuelle n'existe pas vraiment, Shakespeare n'avait pas le soin de publier ses pièces. Il s'en fichait un peu, ou alors peut-être qu'il ne voulait pas les publier pour que d'autres compagnies ne s'en emparent et jouent ses pièces. Et ça, on peut le penser parce que Shakespeare, enfin parce que au moment de la carrière de Shakespeare, il y a beaucoup justement, circulent des versions pirates des textes de Shakespeare. Et c'est ça, les quartos. Alors, des versions pirates, qu'est-ce que c'est? C'est des comédiens, par exemple, qui vont chez un éditeur et qui lui dictent le texte de la pièce pour gagner un peu d'argent. Ou alors, il y a aussi le prompt book, c'est le livre du souffleur. Le souffleur dispose d'une version du texte. Peut-être certains souffleurs ont aussi vendu leurs pièces à des libraires qui en font un livre et qui le vendent parce que ça rapporte de l'argent. Et il y a d'autres compagnies qui veulent s'emparer de ces textes qui ont bien marché pour les jouer. Mais ce sont donc ce qu'on pourrait appeler des versions pirates, qui sont néanmoins des versions intéressantes. Ça nous amène aussi à réfléchir à la manière dont Shakespeare travaillait. Donc Shakespeare était lui-même metteur en scène et comédien dans ses pièces, et il travaillait beaucoup avec ses comédiens. Et en fait, on peut se demander jusqu'à quel point ces pièces ont vraiment été écrites, ou est-ce qu'elles sont nées de la collaboration sont nées sur le plateau de la collaboration des comédiens. Sûrement, c'est un peu entre les deux, parce qu'il écrit quelque chose, mais ça change, le travail avec les acteurs change beaucoup la pièce. Et puis, bien après la mort de Shakespeare, deux amis de Shakespeare, 2 comédiens de sa troupe, ont réuni les textes de Shakespeare. Probablement, ils avaient quelque part ces textes manuscrits quand même, et ils ont publié toutes les œuvres de Shakespeare sous forme d'œuvres complètes. Alors voilà, les deux, ça c'est un quarto, donc une version pirate, vous la reconnaissez là, avec un papier jauni. Bon, enfin, c'est quand même joli, mais je ne sais pas, on voit ça d'un autre point de vue aujourd'hui. Et ça, c'est ça c'est le folio, c'est-à-dire la première édition officielle des œuvres de Shakespeare. Bon, je reviens à Richard III. Donc, Richard III est une pièce historique avec un substrat historique important que je ne vous expliquerai pas dans le détail parce que c'est vraiment d'une complexité terrible. Et il y a un arbre généalogique extrêmement complexe, avec des ramifications à l'infini, mais ça peut se résumer très vite. C'est 2 grandes familles qui se livrent une guerre fratricide, parce qu'ils sont évidemment tous cousins, plus ou moins, pour s'emparer du pouvoir. Et donc, Shakespeare s'inspire beaucoup des chroniques, de 2 chroniqueurs, notamment Edward Hall et Raphael Holinshead, et il s'inspire de ces chroniques historiques pour écrire ses pièces. Il n'est pas le seul, ça se fait beaucoup à l'époque,
Et d'ailleurs, il y a déjà à l'époque beaucoup de pièces, d'autres pièces, enfin beaucoup, je ne sais pas, mais un certain nombre en tout cas, d'autres pièces sur Richard III. Et à l'époque, ça je vais vous le dire parce que je trouve que c'est amusant, je vous ai dit, le droit de propriété intellectuelle est quand même très, très imprécis à l'état naissant, et on pratique beaucoup le scissors and paste, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le couper-coller, voilà. Non, copier-coller plutôt, oui, c'est ça. Enfin bon, scissors, c'est plutôt couper et coller, mais c'est un peu le même principe, la même idée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal à se servir d'un passage, d'une idée, d'un sujet. C'est pas spécialement interdit. Et puis si on le fait, personne ne viendra vous punir. Donc on se recopie beaucoup. Alors, la pièce elle-même, hein, vous avez ici le... Je vais peut-être enlever ça si je veux me tourner. Oui, ça marche toujours. Hein, alors, j'ai écrit ainsi un résumé très rapide. La pièce s'ouvre sur une fin de règne marquée par des querelles dynastiques. Édouard IV, le vainqueur d'Henri VI, se meurt et ses héritiers s'entre-déchirent. Alors, parmi les personnes qui peuvent prétendre au trône, il y a son frère, Richard, duc de Gloucester, et il a un frère qui est plus âgé, et surtout, le roi Édouard IV a des enfants. Donc, Richard se dit qu'il va falloir se débarrasser de ses prétendants au trône pour arriver à ses fins. Donc, Richard est laid, a priori, c'est ce qu'il dit lui-même, difforme et sans aucun scrupule. Et donc, il se fait tout un programme d'assassinats. Oui, en gros, ce sont des assassinats. Tout un programme d'assassinats pour se débarrasser de tous les obstacles, de tous ceux qui lui barrent la route du trône. Tous ses ennemis. Et à la fin, parmi ces victimes, il y a bien sûr les enfants du roi Édouard IV, qui sont jeunes, tout mignons. Même le meurtrier qui l'envoie les tuer, il vient lui raconter ensuite comment il a fait. Il a dit qu'il a pleuré en les tuant, tellement ils étaient mignons. C'était des 12 agneaux qui dormaient dans une geôle de la Tour de Londres. Et voilà, il avance jusqu'au moment où ça bloque. Et je pense que vous connaissez la fin de l'histoire, hein, donc vous n'allez pas m'accuser de spoiler, mais j'en dis pas plus, donc, pour vous laisser découvrir les détails. Mais disons que la pièce, c'est vraiment le chemin de Richard vers le pouvoir. Comment on conquiert le pouvoir, alors, sans aucun scrupule, et il nous montre comment on arrive au pouvoir, et enfin, comment on peut arriver au pouvoir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous parle, hein, c'est-à-dire qu'il y a des parties où il s'adresse directement au public, où il est seul sur scène, où il fait des apartés, et il commente ses actions, et il nous dit, alors il séduit une femme, et puis il nous dit, ah ben celle-là, je vais la tuer, de toute façon, dès que je l'aurai épousée, je vais la tuer, enfin... Il est très hypocrite, voilà, son talent repose aussi sur sa capacité à manipuler les gens, à les séduire, à gagner leur confiance, et ensuite, quand il n'en a plus besoin, il s'en débarrasse sans scrupule, et avec et sans aucun état d'âme. Alors, et le spectateur est pris dans une espèce de complicité, parce que le spectateur est informé de ses plans, informé de ce qu'il va faire, et on ne peut pas s'empêcher d'éprouver une espèce de petit frisson à l'idée qu'on est du côté de l'assassin, de ce type horrible qui provoque chez nous un sentiment de dégoût, mais aussi qui a quelque chose de fascinant. Alors, ce que je voulais montrer ici, je crois que c'est... Est-ce
que ça marche. Spade et son frère qui ont fait envoyer leurs Bastings à la tour. Qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes pas en sûreté, Clarence. Nous ne sommes pas en sûreté. Par le ciel, je crois que personne n'est en sécurité. Sortir du diapo pour qu'on puisse voir au niveau du... Sortir du diaporama. Voilà. Pouvoir mettre YouTube. Vous êtes sur le navigateur, c'est ça? Oui. Vous ouvrir Safari là. Ouais, mais je Pour crois que ça qu'il est apparaisse, ouvert là, non? Ouais, là. Oui, voilà, comme ça il le voit bien. On peut le mettre en... Et là, je peux y aller? Ouais. Parce que moi, je peux peut-être baisser le son, moi aussi, non? Alors, donc, je voulais vous faire écouter, plutôt que de vous le lire, le monologue qui ouvre la pièce, où Richard commence déjà à se présente et nous explique comment il compte agir. Et ici, c'est un enregistrement. Non, ils ne m'entendent pas, vous pensez? Je suis adapté. Ouais. C'est une espèce de lecture à table, vous savez, à la Comédie Française. Ce n'est pas vraiment une mise en scène. Ça ne se passe pas autour d'une scène, mais les personnages prononcent le texte. Donc, c'est le début de la pièce. Et ici, Richard nous raconte tout, déjà, tous ses projets. Et se présente sous son véritable jour. C'est bon? Je peux y aller? Ah oui, plein écran. Alors, plein écran, ça va être là. Si fait l'encours d'un luth. Ça a déjà avancé. Voilà. C'est bon là? Juste après la scène, c'est très rapide. C'était Parce qu'il avait à partir de maladie. Oui, c'est Les gens tellement raisonnables de la vie. mais quoique. C'est pas. Non, je crois pas. Surtout à ça. Je fais partie. Oui, voilà, bah, c'était des cousins, les Anglais, c'était les York. Et le roi des Victorieux, les York. Mais sauf que t'es malade. Je crois que c'était une histoire. Marguerite, vous regardez ou pas dans cette émission? Non, c'est un peu long cette entrée en matière, mais ça va. Après, ça passe très. Si j'avance un peu, j'ai peur que ça. Ah, voilà. Changé en gloriosité par ce fils d'York. Et tout l'image qui menaçait notre maison ensevelie au sein profond de l'océan. Voici un faudrait quand même. Nous avons abrégé ce point notre fait, changé en cas rencontre. Une marche redoutable en paradis. Quel lugubre masque a déridé son front. Et désormais, au lieu de chevaucher des coursiers harnachés pour effrayer les âmes des nuits timorées, il fait le lest, le cabri dans le boudoir d'une dame, au son lascif et langoureux d'un luth. Mais moi, qui ne suis pas formé pour ces folâtres jeux, ni fait pour courtiser un amour miroir, moi qui suis marqué au sceau de la rudesse,
et n'est pas la majesté de l'amour. Pour m'aller pavaner devant une impudique nymphe minaudière. Moi qui suis tronqué de nobles proportions, floué d'attrait par la trompeuse nature, difforme, inachevé, dépêché avant terme dans ce monde, haletant à peine à moitié fait, si boiteux et si laid, que les chiens aboient quand je les croise en pelican. Bien moi, en ce temps de paix, allongui à la voix de fausset, je n'ai d'autre plaisir pour passer le temps que d'épier mon ombre au soleil et de fredonner des variations sur ma propre difformité. Et donc, si je ne puis être l'amant qui charmera ce jour-ci de parole, je suis déterminé à être un scélérat et à haïr les frivoles plaisirs de ces jours. J'ai tramé des intrigues, de perfides prologues, grâce à des prophéties d'ivrognes, des libelles et des rêves, pour dresser mon frère Clarence et le roi en reine mortelle l'un contre l'autre. Et si le roi Édouard est aussi franc et droit que je suis rusé, fourbe et traître, aujourd'hui même, Clarence sera bouclée d'après Clarence, une c'est son prophétie frère. qui dit que j'ai, des héritiers d'Édouard, sera le meurtrier. Encore une minute. Comme j'avais pensé au fond de mon âme. Frère. Bonjour. Que signifie cette escorte en armes qui accompagne votre grâce? Sa Majesté, soucieuse de la sécurité de ma personne, a désigné ce cortège pour me conduire à la tour. Et que se passe-t-il, Clarence? Puis-je savoir? Oui, Richard, quand je le saurai. Car je proteste que je ne le sais pas encore. Mais à ce que j'apprends, il interroge les prophéties et les rêves. Et à l'alphabet arrache la lettre G. Et il prétend qu'un sorcier lui a dit que par G, sa lignée serait déshéritée. Et parce que mon prénom, Georges, commence par un G, il s'ensuit dans sa pensée que je suis celui-là. Voilà, à ce que j'apprends, le genre de fantaisie qui ont posé sur un test à l'écran et aujourd'hui. Oui. Voilà ce qui arrive quand les hommes sont gouvernés par les femmes. Bon, on va arrêter là. Donc, vous avez vu vous avez, j'espère, entendu la tirade de Richard initiale. Hein. Donc, il dit, pardon, je n'ai pas l'habitude d'avoir des salles aussi grandes. Donc, il dit que voilà, la paix est revenue, sa famille a gagné le trône, etc. Donc, tout va bien, tout le monde fait la fête. C'est pour ça qu'on entend ce chant. Derrière, une voix de fausset, comme il dit, et lui, il dit que lui, il est moche, il n'est pas fait pour séduire les femmes, pour danser, pour faire la fête. Et c'est à ce moment-là qu'il dit cette phrase célèbre « Je suis déterminé à être un scélérat ». Et à haïr les frivoles plaisirs de ces jours. J'ai tramé des intrigues de perfides prologues grâce à des prophéties d'ivrognes, des libelles et des rêves pour dresser mon frère Clarence et le roi en haine mortelle l'un contre l'autre. Et le roi Édouard se sent aussi franc et droit que je suis rusé, fourbe et traître.
Aujourd'hui même, Clarence sera bouclé. Donc il a comploté pour mettre son frère aîné en prison pour progressivement se débarrasser de lui. Et ensuite, vous voyez que Clarence arrive, et là, il feint la surprise. Et puis, bon, on n'a pas pu regarder plus loin, mais il va jurer à Clarence qu'il va faire n'importe quoi pour le libérer de prison, etc. Donc, on voit son talent de comédien aussi, qui est très important dans la pièce. Alors, il faut que je retrouve mon diaporama, mais il est là. Voilà. Donc, ouais, alors, est-ce que Richard III, qui a réellement existé, était aussi méchant et aussi laid? Rien ne permet de le penser. Hein. On pense que c'est peut-être ceux qui l'ont tué et qui ont gagné le trône après l'avoir tué, qui ont noirci son image pour se mettre en valeur. Bon, on ne va pas rester longtemps là-dessus. Simplement, je voulais vous signaler que Richard III porte probablement une trace importante du traité de Nicolas Machiavel, Le Prince, qui date de 1532. Vous savez sans doute ce que c'est. C'est un livre célébrissime qui a vraiment remué toute l'Europe à l'époque. C'est un traité de politique qui explique comment devenir prince. Oui, vous en avez déjà entendu parler? Non? Mais vous avez entendu parler du machiavélisme. Le machiavélisme, qu'on résume souvent à une formule qui n'est pas... que Machiavel n'a pas prononcé, mais disons, le machiavélisme, c'est l'idée que la fin justifie les moyens et que tous les moyens sont bons pour... je résume de façon très schématique, donc tous les moyens sont bons pour arriver au pouvoir et pour s'y maintenir. D'accord ? Donc, traité de politique qui explique comment devenir prince et le rester à partir d'exemples d'histoires anciennes et récentes qui donnent des conseils parfois contraires à la morale, importance de la ruse et de la guerre, mais surtout idée d'une autonomie du politique, de la volonté et l'agir humain sont décisifs. Voilà, il ne faut pas se préoccuper de Dieu, mais vouloir le pouvoir et agir pour le gagner. Et voilà, tous les moyens sont bons, même ceux qui sont contraires à la morale. Et on peut dire que Richard, ce livre était connu, Shakespeare l'a sûrement lu, ou au moins en a entendu parler, et il y a une dimension très machiavélique chez Richard. Alors, les enjeux, du coup, les principaux enjeux, bien sûr, c'est le pouvoir. Comment on arrive au pouvoir et comment on s'y maintient. Il y a une réflexion qui est liée à la question du pouvoir, c'est celle de la providence ou de la liberté, qui est aussi présente chez Machiavel, parce que la question est de savoir si c'est Dieu qui décide de ceux qui doivent gouverner. C'est le cas dans les monarchies traditionnelles. On est roi parce qu'on est le fils d'un roi, et donc la décision, grosso modo, n'appartient pas aux hommes. Ou est-ce que non, il n'y a pas de Dieu, et on a le droit de faire tout ce qu'on veut pour se frayer son chemin vers le pouvoir. Il suffit, comme le dit Machiavel, de le vouloir et de se donner les moyens, et de ne pas se préoccuper de morale. Alors, la question de l'apologie des Tudors ou pièces subversives, une question qu'on on s'est longtemps posée, parce que dire que Richard était méchant et que les Tudors l'ont éliminé, on a pu considérer que c'était une façon de faire de la propagande pour les Tudors, d'une certaine manière. Mais, selon un autre angle, on peut se dire que cette pièce dénonce tous les tyrans possibles et imaginables, et qu'elle vise peut-être aussi, d'une certaine manière, Élisabeth Ière. Donc, il y a deux orientations politiques, deux lectures politiques radicalement opposées. Bon, c'est une pièce qui a eu beaucoup de succès, justement, dans la mesure où elle a été
où elle est très politique, elle parle de la tyrannie, et notamment elle a été beaucoup jouée, elle a eu beaucoup de succès dans des pays qui étaient soumis à des tyrannies. C'était une façon détournée de parler de ce qui se passait au présent, mais en même temps sous couvert de parler de l'histoire. Bon, je pense notamment au terrain polonais que je connais bien. Il y a eu beaucoup de mises en scène et puis des livres qui suggéraient un parallèle entre le régime sous le joug duquel se trouvait la Pologne dans les années 70-80 et Richard. Bon, alors je vois que j'ai traîné un peu, mais on peut prendre encore 10 minutes là, oui, pour voir quelques mises en scène. J'ai 3-4 exemples. Alors, je n'aurai pas beaucoup le temps de les commenter, mais on va les regarder. Alors, là, ça marche, oui. Bon, alors, il y a la pub parce que... Excusez-moi, mais là, je n'ai trouvé que le morceau sur... C'est pas Coluche qui nous intéresse. Alors, ça, c'est le premier film, la première adaptation au film. Ah, d'accord. C'est la première adaptation en film avec un acteur de théâtre célébrissime. Alors, comme ça, c'est ça? Qui s'appelle Laurence Olivier. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je suis sortie du diaporama pourtant. Non, ah oui, il faut que je le ferme, comme ça. C'est comme ça, c'est ça. D'accord. Et là, non, tout ça, ça nous fait perdre du temps. Toutes ces petites... Voilà. 55, Technicolor. Bon, on va y avoir 2-3 minutes, hein, pas plus. Bon, ça se veut un peu dans le contexte historique, quoi. Couleur locale. Made glorious summer by this sun of York, and all the clouds that lowered upon our house in the deep bosom of the ocean. Then, now there are clouds bound with victorious wings, our bruised arms hung up for monuments, our stern and arms changed to many meetings, our dreadful marches to delight. Je l'arrête ici parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On va pas passer. Il y a d'autres choses que je voudrais vous montrer. Il faut que je me retrouve dans mes fenêtres. Donc là, ça remarche? Oui? Oui. Donc, une des premières transpositions de Shakespeare à l'écran, au cinéma. Un cinéma un peu expressionniste. Alors, on voit que Laurence Olivier qui est à la fois le réalisateur et l'acteur, ici, utilise le langage cinématographique pour renforcer la dimension dramatique et psychologique de la pièce. Et ses choix visuels transforment le théâtre en expérience cinématographique. Bon, je vous propose de passer dessus parce que le temps passe et il y a des choses que j'ai envie de vous montrer. Alors, ça va encore... Ça y est, je ne sais pas, j'ai perdu mon curseur, mais ouais, voilà. Alors, une autre, maintenant des mises en scène récentes, qui, notamment celle-ci, qui date de 2014. Je ne sais pas, j'ai perdu mon curseur sur mon ordinateur, je ne comprends pas pourquoi. Hein? Ouais, mais il est en haut? Bah oui, mais moi je ne l'ai pas, je vous jure. Je n'ai plus aucune... Ah, là, je retrouve le curseur. Donc, je voulais vous montrer ça. Peut-être je vais copier et coller. Ouais, comme ça devrait marcher.
Donc, c'est un metteur en scène allemand. C'est en allemand. Unserer Erniedrigung zum strahlenden Sommer, durch diesen Sohn der Yorks. Und all die Wolken, die sich türmten gegen unser Haus, sind tief im Meeresgrund versenkt. Voilà, donc un autre exemple. Bon, alors j'ai enlevé mon diaporama parce qu'on va passer directement, on va regarder peut-être tous les exemples à la suite. Enfin, j'en ai encore deux, trois. Et après, on en discute parce qu'on n'a pas trop le temps de faire autrement. Alors ça, je ne sais pas si vous revoyez ça c'est un metteur en scène qui s'appelle Thomas Joly. Ça doit vous dire quelque chose, non? Hein? Donc, il a fait un tabac avec Richard III. C'était encore bien avant les Jeux Olympiques. Et je voulais aussi vous... Alors là, j'ai trouvé qu'un teaser, malheureusement. Mais pas grave. Eh bien, puisque les cieux ont ainsi façonné mon corps, que l'enfer fasse mon âme difforme pour y répondre, puisque cette terre ne m'offre d'autre choix que celle de commander, de réprimer, de dominer quiconque est mieux fait de sa personne que moi. Mon seul à moi sera de rêver à la couronner tant que je vivrai, de tenir ce monde pour l'enfer, tant que la bête qui surmonte ce tronc contrefait ne sera pas sainte d'une glorieuse couronne. Et pourtant, je ne sais comment obtenir la couronne, car bien des filles s'interposent entre moi et le butin. Et moi, comme l'homme égaré dans un bois épineux, qui déchire les épines et que les épines déchirent, qui se cherche le chemin et s'écarte du chemin, et ne sachant comment parvenir à découvert, se débat désespérément pour y arriver. Je suis tourmenté de ce désir de saisir la couronne d'Angleterre et de ce tourment. Je veux me libérer. Tu sais, je veux frayer un chemin avec une hache sanglante. Relève cette épée. Ou relève-moi. Lève-toi, imposteur. Bien que je souhaite ta mort, je ne veux pas être ton bourreau. Alors dis-moi de me tuer, c'est ça. Je te l'ai déjà dit. Cette bête dans ta fureur. Retiens-moi. Et ainsi, cette main qui par amour pour toi, tu es mon amour. Par amour pour toi. On va arrêter là parce qu'on n'a pas le temps. Il essaye de séduire. Enfin, il est en train de séduire une femme dont il a tué toute la famille et il va finir par y arriver en la menaçant de se tuer, mais évidemment... Bon. Donc c'était un grand succès à Avignon, hein, le Richard III de Joly, et ensuite il a été joué à l'Odéon et un peu partout. Bon, encore un ou deux exemples. Ouais. Oui, je pense qu'on peut. Alors ça ne marche pas. Hein? J'ai oublié un morceau. Ouais. Alors ça, c'est une mise en scène que je n'ai pas vue, mais j'ai trouvé ça en fouillant sur Internet. Ça, je trouve que c'est amusant.
Ça a eu lieu pendant la saison 24-25, donc c'est tout récent, au Théâtre du Globe, à Londres, donc le fameux théâtre reconstruit sur le modèle de celui de Shakespeare. Et alors, l'extrait, c'est celui-là. A fun, rock and roll, punk attempt to have a bit of a shake awake. Ça, c'est un trailer aussi. Oui. It's about a tyrant, the abuse of power, a man who will do anything to get it. Once you get power, do whatever it takes. C'est plutôt un commentaire par les... Successful TV dramas. Well, where do you think they got it all from? It's just from Shakespeare. The more we dig into Non, je crois que je me suis trompée d'extrait. Reflecting back on behaviour reported in the news that has having no character played by cis males. There's a different lens. It highlights misogyny a lot. Ça marche pas, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Alors peut-être ça marche. Voilà, c'est celui-là. Bon. Donc, vous avez remarqué ici, qu'est-ce qui se passe? Hein? C'est une femme. Richard est une femme, enfin. Ça y est. Richard est une femme et il n'a pas de malformation aussi pour la première fois, parce qu'en général, il est complètement désarticulé. Ce qui a d'ailleurs suscité une polémique, parce qu'il y a eu des protestations d'associations de personnes en situation de handicap qui ont protesté contre l'invisibilisation de l'handicap au théâtre. Parce que, bon, au moins, comme avec Richard III, on avait l'occasion de voir des personnes en situation de handicap au théâtre. Bon, et pour finir, un film, bon, pas très récent, mais 30 ans, que peut-être vous avez vu, de Richard Loncraine. Non, ça ne vous dit rien? Avec une transposition, là, très caractéristique, je crois. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des lectures, on pouvait lire d'autres tyrannies à la lumière de Richard III. Et voilà la bande-annonce, je pense, du film de Richard Loncraine. Là, il faut attendre quelque chose. Oui, pub, c'est la pub, c'est ça? Pub immobile en plus. Ce Noël, glisser du sport. Ça, c'est encore la pub. Ah oui, 2 sur 2, donc c'est la dernière. Non, ce n'est pas une nouvelle mise en scène de Richard III, je vous rassure. Voilà. Ah, j'ai enlevé le son. Ah, pourquoi je fais ça? Je ne sais pas, j'arrive pas à monter le son. Attendez, on va recommencer. Il y a un problème avec le son. Mais pourquoi ça me bloque le son? Ah, voilà. Non? Non, on n'entend rien.
Hein? En fait, le son est coupé au niveau de la vidéo, là. Ah oui, d'accord. For centuries, he's been called the greatest villain of all time. Now, a motion picture tells his story as it has never been told before. United Artists Pictures presents. Now's the winter of our discontent. Richard III. He was the dark heart of a royal family. I have too long worn your glutton-upbraided and bitter scarf. Who would stop at nothing to take the throne. I see the ruin of my family. I can smile. But murder while I smile. His ambition is masked in passion. Did you not kill my husband? Your beauty would make me undertake the death of all the world. His hatred is disguised as love. I will send you to my mother, Richard. Your brother, Richard, hates you. From off his head. His brutality is hidden in nobility. I've no more sons of the royal blood for you to slaughter. You have a daughter. Now, one man's evil You came on earth to make the earth my hell. will conquer all. Shall I be tempted by the devil? Yes, if the devil tempts you to do good. Richard III. Bon, voilà. Alors, je pense qu'il est temps que je m'arrête. Là, j'avais encore d'autres images, mais... D'autres images à vous montrer, mais peut-être c'est... Quelle heure il est? Il est 11h45, oui, donc c'est l'heure de leur donner la parole, c'est ça? Parce que l'autre image, je ne montre pas l'image, mais je vous signale que ça existe. Il y a un film de Stephen Frears qui date de, je n'ai pas la date ici, qui s'appelle The Lost King. Et c'est sur une femme qui veut réhabiliter Richard III et montrer que, parce que effectivement, probablement, il n'était pas du tout aussi méchant. Et elle se fait elle décide de faire une enquête sur lui, et c'est assez amusant, et de prouver au monde entier que Richard III était un mec très bien. Voilà, donc je ne conclus pas parce que le temps passe et je vous laisse la parole, puisqu'on m'a dit qu'il fallait vous laisser un peu la parole pour les questions et la discussion. Donc je vous écoute. Oui. C'était par rapport à la polémique. Ça va, merci. Il faut qu'on t'entende. C'était juste par rapport à la polémique sur le fait que le personnage soit en situation de handicap et qu'on invisibilise ça. Mais c'est pas justement ce handicap qui était utilisé à l'époque pour accentuer le côté diabolique et malfaisant. Si, bien sûr. Bien sûr, vous avez raison. Donc c'est un peu absurde. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors dans la pièce, il y a tout un bestiaire qui est développé pour le décrire. Donc on l'appelle le hérisson, le porc-épic, une espèce de bestiaire qui va chercher dans les bêtes rampantes et un peu repoussantes. Oui, donc son apparence physique est tout à fait en relation avec sa méchanceté. Bon, je serais curieuse de savoir ce que vous avez pensé de ces mises en scène, ces nouvelles actualisations qui sont marquées par des costumes un peu extravagants, la musique, beaucoup de musique, beaucoup de lumière aussi, des effets lumineux, mais les transpositions vers des époques plus récentes. Qu'est-ce que tout ça vous inspire ?
Si vous aviez la possibilité de voir un de ces spectacles, là, ou qu'est-ce que vous choisiriez? Oui. Vous voyez qu'on peut vraiment adapter de plein de manières différentes et je trouvais ça vraiment intéressant. Qu'est-ce que c'est? C'est vous qui parlez là? Oui, c'est moi. Pourquoi on l'entend par là-bas? J'ai cru que c'était la vidéo qui s'était remise en marche, oui. Donc vous avez dit Thomas Joly? Non, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup d'adaptations et que je trouvais ça super intéressant de voir ces différentes adaptations. Non, mais c'était juste une remarque à la base, hein, j'avais pas besoin de micro. Pas de questions, d'accord. Mais vous aviez posé des questions par rapport à ça. Ouais, je m'en prends ça. Je pense que ça... Enfin, celle de Thomas Joly en particulier, elle s'adresse beaucoup aux jeunes adultes, avec la musique. D'ailleurs, il y a un entretien avec Thomas Joly, que je n'ai pas pu montrer ici, faute de temps, où il dit que pour lui, Richard III, c'est un jeu vidéo, en fait. C'est comme un jeu vidéo, c'est une pièce construite comme un jeu vidéo qui a différentes étapes. Il faut tuer machin, puis il faut tuer machin, puis il faut tuer un tel. Et puis, au bout du compte, on arrive à gagner le trône, qui est l'objectif du jeu, et qu'il a voulu justement mettre en scène accentuer cette dimension. Mais bon, ça ne se voit peut-être pas à partir de... Mais c'est quelque chose qui lui a parlé, parce que lui, il dit qu'il joue beaucoup aux jeux vidéo, et justement, Richard III, ça lui a plu, parce que ça lui a rappelé les jeux vidéo. Bon. Oui. Est-ce que vous auriez un axe de réponse sur pourquoi Richard III est aussi joué de nos jours, et pourquoi, parmi les pièces de Shakespeare, c'est celle qui revient le plus souvent, en tout cas de moi, mon expérience, j'ai toujours été confronté à cette pièce-là de plein de manières et dans plein d'endroits différents. Oui. Il y a une raison, parce qu'il en a plein d'autres des pièces, et il y a plein d'autres aussi, écrivains et... Alors, vous dites que vous avez été confronté à Richard III, mais dans quel contexte? C'est-à-dire vu des... Ouais, que ça soit une affiche, que ça soit une représentation, que ça soit juste en parler comme ça, ou des gens qui en parlent, ou à l'école, à la fac, ou des choses comme ça, et je vais tout le temps parler. J'en sais rien. Je ne sais pas. Alors, d'abord, est-ce que c'est vrai que c'est une pièce, est-ce que c'est la pièce de Shakespeare la plus connue? Je ne sais pas. Vous pensez plus que Hamlet, plus que... Justement, mais c'est pas la plus connue, c'est pas la plus connue, mais c'est celle que je vois le plus souvent représentée. Du coup, ça me posait cette question. Et même là, du coup, le thème de cette conférence-là, c'est aussi Richard III, et ça me renvoie dans cette idée-là que c'est souvent expliqué, je sais pas comment dire. Mais oui, vous avez raison, peut-être. Peut-être aussi récemment, il y a une mode Richard III, je ne sais pas, parce que la mise en scène de Thomas Ostermeyer, le metteur en scène allemand, qui a ensuite, cette pièce, elle a fait le tour du monde, hein, elle a été jouée aussi à Paris, elle a été jouée dans beaucoup de pays, et Thomas Joly, c'est quasiment la même année. Hein, donc il y a deux grosses mises en scène de Richard III la même année. Alors je n'ai pas étudié, je n'ai pas fait de statistiques pour voir s'il y avait une espèce de mode de Richard III récemment, mais pourquoi pas, c'est possible. Mais je sais pas vous dire exactement pourquoi. En tout cas, il y a cette question du mécanisme du pouvoir qui est quand même assez universel, je pense, et qui marche bien. Hein, parce que, bon, je ne l'ai peut-être pas bien dit tout à l'heure, mais donc d'abord, il est cynique, évidemment, il est cynique, il est décidé, il est déterminé à être un scélérat, mais c'est aussi un très bon comédien. C'est-à-dire qu'il conquiert le pouvoir aussi parce qu'il sait jouer la comédie. Et donc, est-ce que il y a un propos qui dit peut-être que c'est le pouvoir qui est une comédie, le pouvoir dans sa totalité, enfin, en général, quoi. Oui. Mais du coup, comme il y a plusieurs réadaptations de la pièce, est-ce que les metteurs en scène ils racontent un peu toujours la même histoire ou ils en trouvent un autre sens?
Bon, oui, je pense qu'ils racontent toujours la même histoire, ça dépend. Alors, je ne sais pas comment, je n'ai pas vu cette pièce qui a été, cette mise en scène avec la Richard III en femme. Est-ce que le fait qu'il soit une femme tend à le réhabiliter un peu, à le... Bon, je ne sais pas si on peut le... Oui, on peut. Je pense qu'il y a des mises en scène. On peut jouer sur le personnage de Richard. Vous avez vu d'ailleurs qu'il est très différent hein, dans les différents extraits qu'on a vus, que ce soit en film ou au théâtre. Bon, il est plus ou moins. Alors, il ne peut jamais être évidemment quelqu'un de très gentil et sympathique, mais il y a des mises en scène où il est vraiment diabolique et méchant, et des mises en scène où il est torturé parce que justement il est laid, et on met en valeur justement cette vision un peu romantique de Richard. Hein. Il est comme ça parce qu'il est rejeté, parce qu'il est laid, parce que c'est un peu le maudit, hein, un roi maudit. Alors que d'autres mises en scène le chargent autant que possible. Bon, et vous avez vu le film de Richard Loncraine, c'est Hitler. Enfin, c'est clairement le décor, les costumes, les coiffures, tout ça, c'est Richard en tant que Hitler. Et là, évidemment, le personnage est on ne peut le peindre sous un jour plus noir. Oui ? Pourquoi vous avez choisi de nous présenter cette pièce de Shakespeare et pas une autre ? Pourquoi j'ai choisi de présenter cette pièce ? Alors, pour différentes raisons. Très simples. D'abord parce que j'ai travaillé sur cette pièce, donc je la connais bien. J'ai proposé aussi d'autres sujets hein, de Shakespeare. Il y a 2 pièces sur lesquelles j'ai travaillé, c'est celle-là et Songe d'une nuit d'été. Et oui, c'est tout. Ah oui, et Richard II aussi, oui. Mais c'était il y a longtemps. Et donc j'ai proposé ces 2 pièces de Shakespeare et d'autres sujets. Et c'est votre directeur qui a choisi parce qu'il a pensé que c'est ça qui vous serait le plus utile, le plus pertinent pour votre travail cette année. Donc c'est à lui qu'il faut poser la question. Oui, la réponse est celle-là. En fait, on s'est rendu compte que c'était plus intéressant de passer une conférence entière sur une œuvre que d'en parcourir plusieurs. En tout cas, sur cette œuvre-là, c'était intéressant de voir comment il y avait eu des adaptations et comment elle parlait de manière différente aujourd'hui, comment elle répondait à des situations et elle dénonçait des tyrannies dans le temps et comment elle renouvelait son propos politique par ces différentes mises en scène, plutôt d'en voir plusieurs et en tout cas celle-là, elle avait ce potentiel-là, en tout cas dans la conférence. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ceux qui travaillent sur Songe d'une nuit d'été sont jaloux. À Songe d'une nuit d'été, c'est aussi un sujet que j'aime beaucoup. Je crois que si j'avais eu à choisir, je crois que j'aurais choisi le Songe d'une nuit d'été. Mais c'est peut-être plus compliqué, hein, le Songe d'une nuit d'été. C'est vraiment d'une complexité. Pouf. Mais il y a beaucoup de choses à dire hein, sur la mise en scène aussi. J'en ai vu une l'année dernière au Théâtre de la Ville, je crois. Donc peut-être l'année prochaine, le Songe d'une nuit d'été. Merci, c'était un plaisir.